This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water. Okay, you can do this. I know. Carvana makes it so convenient to sell your car. It's just hard to let go. My car and I have been through so much together. But look, you already have a great offer from Carvana. That was fast. Well, I know my license plate and VIN by heart, and those questions were easy. You're almost there. Now to just accept the offer and schedule a pickup or drop-off. How'd you do it? How are you so strong in letting go of your car? Well, I already made up my mind, and Carvana's so easy. Yeah, true. And sold. Go to Carvana.com to sell your car the convenient way. Bienvenue à vous qui avez décidé de nous écouter et de prendre part à ce nouveau voyage de l'esprit. Pour nous narrer l'histoire de l'univers, vous pourrez compter sur la verve de Willy Brahami, un ami, physicien, ancien prof, pilote, conférencier, musicien, bref, un touche-à-tout cosmique et de ses années d'expérience de vulgarisateur pour vous emmener au-delà des possibles grâce à l'imaginaire. Alors prenez place et bon voyage dans Poussière d'étoiles. Bonjour Maxence, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre voyage dans l'espace. Après un petit résumé de l'épisode 1 de la saison 1, dont l'intitulé était « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» ou « La fabuleuse histoire de l'univers », nous allons continuer notre voyage dans notre environnement immédiat. Petit résumé, je vous avais dit qu'il y a dans le ciel plus d'étoiles que de grains de sable sur la planète Terre. Première stupéfaction, notre Soleil serait un grain de sable parmi les autres, et nous on habiterait autour d'un de ces grains de sable, mais il y aurait la vie partout. Ça serait complètement étonnant qu'il n'y ait pas la vie partout. On reprendra cette discussion philosophique un petit peu plus tard. La deuxième information, c'était que pour aller de notre grain de sable, qui s'appelle le Soleil, vers le grain de sable le plus proche du Soleil, avec nos moyens actuels, il nous faudrait au moins 50 000 ans. Donc, l'information suivante, c'est l'immensité de l'univers, l'immensité absolue de l'univers. Deuxième question troublante, l'univers est-il infini ou l'univers est-il fini ? La réponse à ces deux questions est aussi étonnante dans un sens comme dans l'autre. Mais quoi qu'il arrive, on reviendra sur ces questions quand nous aborderons un petit peu l'aspect philosophique de notre univers. Aujourd'hui, nous allons faire un petit voyage très tranquille dans notre environnement immédiat. Il y a 5 milliards d'années, un immense nuage de gaz flottait tranquillement, se baladait dans l'espace. Et une toute petite turbulence a fait que d'un seul coup, une zone de ce nuage a commencé à s'effondrer sur lui-même sous son propre poids. En s'effondrant, la température augmenta, bien sûr, ainsi que la pression. La température monta terriblement pour atteindre des millions de degrés. À ce moment-là, les noyaux d'hydrogène commencèrent à fusionner les uns avec les autres pour fabriquer de l'hélium. Et cette réaction nucléaire était très bénéfique puisqu'elle créait de l'énergie. Donc le Soleil était une source d'énergie fabuleuse. Et on a pu, grâce à la physique nucléaire, ce processus de création d'énergie, que finalement, on en avait encore devant nous pour 5 milliards d'années. Il y avait suffisamment de combustible encore pour 5 milliards d'années. Actuellement, le Soleil a approximativement 5 milliards d'années. Donc la durée de vie de notre Soleil, en tout, sera de 10 milliards d'années. Donc, chose étonnante, c'est qu'une étoile naît et une étoile meurt. Pendant sa vie, il se passe énormément de choses. Lors de l'effondrement de ce nuage, pour créer le Soleil, il se mit en rotation. Et les éléments les plus lourds se mirent à graviter autour du Soleil. C'était des poussières, des rochers. Il y en avait des millions, voire des milliards. Et tout ça tournait sans arrêt autour du Soleil. Au fur et à mesure du temps passant, les collisions entre tous ces corps étaient perpétuelles, sans arrêt.
Et à force de collision et d'agrégation, il se forma quelques corps sphériques relativement gros. Tout est relatif en astronomie. Relativement gros, ça veut rien dire. À notre échelle, oui, c'est très gros. Mais si vous mettez tout le Soleil et toutes les planètes qui tournent autour dans une balance, le Soleil correspondrait à peu près à 99,8% de la masse totale. Donc les 0,2%, c'est toutes les planètes qui circulent autour. Donc vous voyez qu'une histoire de taille est absolument relative. Donc peu à peu, les chocs entre tous ces éléments créèrent ces planètes. Mais au début, ces planètes étaient difformes. Mais les chocs étaient tellement violents que la température à l'intérieur de ces planètes commençait à monter. Ces planètes fusionnèrent, devinrent un petit peu de la lave. Et finalement, elles prirent l'aspect de sphères. Et au fur et à mesure du temps, ces sphères étaient en fusion, bien sûr, mais peu à peu avec le temps, la température se dégagea, la quantité de chaleur disparut, et certaines de ces planètes devinrent solides. Revenons quelques instants au Soleil, à Hélios ou à Sol. Quelques informations rapides. À l'intérieur du Soleil, la température est de l'ordre de 15 millions de degrés. À sa surface, elle est de l'ordre de 6000 degrés. Le Soleil est composé de 92% d'hydrogène, 7% d'hélium et 1% de tout le reste. De l'oxygène, du fer, du silicium, du titane, etc., etc. Un tout petit aperçu global de l'ensemble du système solaire. Il y a 8 planètes. Enfin, il y en avait 9. La 9e, c'était Pluton, mais elle a été déclassée. Elle n'est plus une planète. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Ces 9 planètes se scindent en 2 groupes. Les premières, petites planètes, on les appelle des planètes telluriques. Ce sont des planètes solides. Il y en a 4. La première, c'est Mercure. La seconde, c'est Vénus. La troisième, c'est notre maman, c'est la Terre. La quatrième, c'est Mars. Puis, plus loin, les planètes gazeuses, qui sont beaucoup plus grosses. On aura un ordre de grandeur dans quelques instants. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Quelques ordres de grandeur, bien évidemment. Il est hors de question de parler de millions, ni de milliards, ni de milliards de kilomètres, etc. On va essayer de faire une comparaison. Si la Terre était une petite bille de 1 cm, le Soleil serait une boule de 1,50 m. La Terre se situerait à 150 mètres de cette boule de 1,50 m. La première planète, Mercure, aurait la taille d'un petit pois. Elle se situerait à peu près à une cinquantaine de mètres de cette boule de 1,50 m. Vénus, deuxième planète, se situerait à une centaine de mètres. Elle serait grosse comme une petite cerise. La Terre, donc, à 150 mètres, grosse comme une petite bille de 1 cm. Mars serait approximativement de la taille de la Terre à cette échelle. Et elle se situerait à presque 250 mètres du Soleil. Et au-delà, bien plus loin, les planètes gazeuses. Jupiter serait un ballon de foot, à 800 mètres de cette sphère de 1,50 m qu'est le Soleil. Saturne, ça serait un petit ballon de volley, se situerait à 1,5 km. Uranus serait un beau pamplemousse, situé à 3 km de cette sphère de 1,50 m qu'est le Soleil. Neptune serait à 5 km, ce serait une belle orange. Et si on continue en considérant Pluton comme étant, disons, un corps céleste, il se situerait à 6 km et il aurait la taille d'un petit pois encore. Voici pour une présentation approximative de l'ensemble du système solaire, qui est finalement extrêmement vide. On connaît tout ça depuis des temps anciens. Les Grecs y voyaient des dieux. À part la Terre, toutes les planètes ont des noms de dieux grecs. Il en existait 4 à ce moment-là, on n'en voyait que 4. Après, il fallait des instruments qu'on a découverts au XXe siècle ou au XIXe siècle pour certaines. Et finalement, à partir des années 60, c'est-à-dire il y a à peine une cinquantaine d'années, on s'est mis à envoyer des sondes spatiales pour explorer toutes ces planètes. On est allé sur Mercure, on est allé sur Vénus, on est allé sur Mars, on est allé sur Jupiter ainsi que
tous ces satellites. On est allé sur Saturne, on est allé sur Uranus, on est allé sur Neptune, on est allé partout. On est allé dernièrement sur Pluton avec une sonde. Et là, dans les années 70, les premières sondes spatiales qui ont commencé à explorer l'univers, il y avait Pioneer, puis Voyageur 1 et Voyageur 2 dans ces années-là. Elles ont parcouru des milliards de kilomètres. Et aujourd'hui, à peu près 40 à 50 années plus tard, elles viennent à peine d'atteindre la limite externe du système solaire pour aller finalement continuer leur voyage dans l'espace interstellaire. Voilà une présentation extrêmement rapide de notre système solaire. On va quand même parler un peu dans le détail des premières planètes, les planètes telluriques. Les planètes telluriques, elles ont quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'elles sont solides. Certaines ont des atmosphères et d'autres non. Alors par exemple, on va commencer par Mercure. Sa température va de moins 170 degrés jusqu'à 500 degrés. Imaginez que vous soyez sur Mercure, en combinaison. Face au Soleil, votre combinaison sera à 500 degrés. Et dans votre dos, la température sera de moins 170 degrés. Mais hélas, cette planète est toute petite. Elle a une masse relativement faible. Elle a, comme on dit, une gravité petite. Si vous faites 45 kilos, là-bas, vous en feriez que 17. Et cette planète tourne sur elle-même. Vous savez que la Terre tourne sur elle-même en un jour. Or, un jour de Mercure correspondrait à 159 jours terrestres. Donc un coucher de soleil et un lever de soleil, c'est 59 jours. Il n'y a aucune atmosphère. Pourquoi il n'y a aucune atmosphère? C'est que la gravité est suffisamment faible pour ne pas la retenir. Au moment de la formation de Mercure et des autres planètes, je vous rappelle qu'elles étaient en fusion, donc il se passait énormément de choses à l'intérieur de ces planètes. Et des réactions chimiques, des choses extraordinaires s'y passaient, et toutes les planètes dégagèrent du gaz. Et ce gaz se faufila à travers cette matière de fusion pour s'échapper. La gravité était trop faible sur Mercure pour retenir un peu de cette atmosphère. Voilà pour Mercure. Reprenons notre voyage. Et on fonce sur Vénus. Vénus, deuxième planète. Vénus, la déesse de l'amour, mais en fait, c'est l'enfer. L'enfer sur cette planète. Il y a une atmosphère. La gravité est suffisamment forte. Ce gaz était composé de gaz carbonique, de CO2, et de gouttelettes d'acide sulfurique. L'atmosphère est extrêmement corrosive. Et la quantité de CO2 est telle qu'il existe dans l'atmosphère de Vénus un effet de serre. Le même qu'on retrouve sur Terre ou le même qu'on retrouve à l'intérieur d'une serre chez un horticulteur quelconque. La lumière du Soleil pénètre l'atmosphère de Vénus. Les infrarouges ne pénètrent pas, mais il existe des réactions entre la lumière du Soleil et le gaz carbonique présent dans l'atmosphère. Le gaz carbonique absorbe certaines radiations du Soleil et réémet beaucoup d'infrarouges. Mais hélas, l'infrarouge reste piégé dans l'atmosphère parce que l'atmosphère est opaque. Et là, la température augmente, à tel point, au sol, il fait 500 degrés. Cet effet de serre, on le retrouve bien évidemment dans toutes les serres de tous les horticulteurs, bien sûr. On rentre dedans, il fait chaud. C'est pareil. Ce problème est un problème que vous connaissez tous aussi sur Terre. Sur Terre, il y a un peu de CO2, mais hélas, suffisamment pour créer un effet de serre. Donc, on s'aperçoit que si la quantité de CO2 augmente sur Terre, l'effet de serre sera prépondérant et la température sur Terre augmentera. Une autre chose assez étonnante avec cette atmosphère sur Vénus, c'est que cette atmosphère est extrêmement dense et lourde, ce qui fait que la pression atmosphérique est globalement une centaine de fois la pression atmosphérique sur Terre. Pour vous donner un ordre de grandeur, la pression atmosphérique sur Terre est telle qu'elle est équivalente à quelque chose comme 1 kg par centimètre carré. Sur 5 cm² de votre corps, il y a 1 kg de pression due à l'atmosphère terrestre. Mais bon, la nature nous a dotés d'un squelette puissant et puis d'une structure suffisante pour compenser cet effet.
Vous avez peut-être connu des pressions plus fortes en plongeant en mer. Il suffit de descendre à 10 mètres pour que la pression double, puis plus loin, etc. La pression doublera. Mais sur Vénus, la pression est 100 fois supérieure, c'est-à-dire à peu près 100 kg sur chaque centimètre carré. On a envoyé des sondes spatiales graviter autour de Vénus et des petits modules ont été largués dans l'atmosphère de Vénus, mais hélas, l'atmosphère corrosive et la pression étaient telles que tout fut pulvérisé. Alors, chose très intéressante, c'est que finalement ces modules n'ont donné que très peu d'informations. Par contre, il existait un vaisseau qui était en train de tourner autour et il photographiait la surface de Vénus, mais cette surface était totalement opaque à cette altitude, totalement opaque. Des énormes nuages de gaz carbonique empêchaient la lumière de passer. Des nuages immenses et sombres. Et donc, vous ne pouvez rien voir. Mais la sonde spatiale qui tournait autour photographia quand même la surface dans une autre longueur d'onde. Ce qui fait que ça nous a permis de nous apercevoir qu'il y a un volcanisme très important. Voilà pour Vénus, la planète de l'amour, mais en fait, l'enfer à l'état pur. Puis plus loin, la Terre, notre maman. Si la Terre était une petite bille d'1 centimètre, le Soleil serait une boule d'1,50 m située à 150 mètres. Cette place est magnifique. 150 mètres de cette boule, c'est magique. 140 mètres, c'est pas bon. 160 mètres, c'est pas bon. 150 mètres, c'est parfait. Parce que la chaleur n'est pas trop grande et à l'intérieur de la Terre et sur sa surface pouvaient se créer des structures complexes. Or, depuis 3 milliards d'années, les structures complexes ont eu loisir de se combiner les unes avec les autres pour créer la vie. L'atmosphère de la Terre, elle est composée en grande partie d'oxygène, de dioxygène et de diazote, et quelques traces d'argon et autres. Mais au départ, non, c'était pareil que sur Vénus. Il y avait énormément de gaz carbonique, Mais on a eu une chance inouïe. Je vous rappellerai qu'on aura beaucoup d'éléments qui montreront qu'on a des tas de chances inouïes pour que la vie existe sur Terre. Et celle-ci en est une. La planète Terre, à son début, était en fusion. Elle n'était même pas solide, elle était liquide. Tellement la température était grosse, grande, immense. Réaction chimique à l'intérieur de cette planète était telle qu'il y a eu un dégazage extrêmement puissant et ce gaz s'était fait en grande partie d'eau, de vapeur d'eau surtout. Cette vapeur s'éleva dans cette atmosphère lugubre de gaz carbonique. La gravité de la Terre était telle qu'elle était suffisamment puissante pour retenir une atmosphère. Cette eau continua à monter. Peu à peu, elle se condensa, créa d'immenses nuages et il plut. Il a plu des milliers, des millions d'années. Et cette eau, en arrivant au sol, refroidit la planète, refroidit le sol. Et le sol devint une croûte solide. Et l'eau s'écoula dans toutes les crevasses, toutes les failles. L'eau est partout. Et à l'intérieur de l'eau, c'était un milieu magique. Il faisait ni trop chaud, ni trop froid. C'est à l'intérieur de la mer que les structures complexes se sont combinées pour créer des structures assez stupéfiantes, une espèce de structure en double hélice. Elle était capable de se scinder en deux et de retrouver, en se combinant, une seconde hélice. Donc, à partir de l'hélice, on s'en retrouvait à 2. À partir de 2 hélices, 4, 8, etc., etc. Ces molécules avaient une capacité profondément étonnante, c'est que, on peut dire qu'elles se reproduisaient. Et pour se reproduire, elles avaient besoin d'énergie. Elles trouvaient leur énergie dans l'environnement autour. C'était le début de la vie. Et peu à peu, ces structures complexes mutèrent, se changèrent, transformèrent et différentes créatures peuplaient la mer. Puis, il y a à peu près 500 millions d'années, ces structures ont réussi à sortir de la Terre et ces structures ont réussi à avaler le CO2 qui était présent et à dégager beaucoup de dioxygène. Et là, l'atmosphère se transforma. La Terre, elle a un truc assez étonnant aussi. En son centre, il y a un noyau. Ce noyau, il est fait de nickel et de fer.
Or, le nickel et le fer à cette température et à cette pression est tel qu'il devient liquide. Et la Terre étant en rotation, eh bien, cette espèce de matière métallique liquide était chargée finalement. Il y avait des charges électriques. Et ces charges électriques, en tournant, créèrent un champ magnétique. La Terre était devenue un aimant, avec le pôle Nord au pôle Nord et le pôle Sud au pôle Sud. Cet aimant était magique, il était extraordinaire. Voici une autre chance pour nous. Cet aimant créait autour de la Terre un champ magnétique. Ce champ magnétique était un bouclier extraordinaire, parce que le Soleil continuait à dégager énormément de particules chargées, puissantes, violentes, avec des énergies incroyables. Et s'il n'y avait pas ce bouclier, aucune structure complète n'aurait pu apparaître sur la planète Terre. Voici en relativement simplifié, en parlant de la Terre, on pourrait en parler des heures évidemment, mais là on fait une vision globale sur l'ensemble des planètes telluriques. Et puis, un peu plus loin, une planète qui est relativement proche, pas dans le sens distance, mais dans sa structure, la planète Mars. C'est notre voisine immédiate. Enfin, tout est relatif, bien évidemment. Pour aller sur Mars, qui est notre voisine immédiate, avec les vaisseaux actuels, il nous faudrait 7 mois. Donc si on envoie quelqu'un dans une boîte de conserve, parce que c'est pas plus gros qu'une boîte de conserve, vers Mars, 7 mois de voyage, est-ce que le mental, est-ce que le physique, est-ce que tout ça résistera? Ça, pour l'instant, on n'en sait rien. Mars est assez étonnante parce qu'elle aussi, elle a une atmosphère, mais une atmosphère très très diluée, beaucoup moins dense que sur la planète Terre ou sur la planète Vénus. Il y a un volcanisme et il y a sans arrêt des tempêtes. Si vous atterrissez sur Mars, la planète est rose, rouge. Et la composition de l'atmosphère de Mars, lorsque la lumière du Soleil pénètre dans cette atmosphère, c'est le rose. Vous allez avoir un ciel rose. Alors que sur Terre, lorsque la lumière pénètre l'atmosphère terrestre, c'est le bleu qui est diffusé. Donc ça risque d'être assez magique d'aller se faire une balade là-bas. Ciel rose, coucher de soleil peut-être orange, je ne sais pas. On le saura bientôt. Sur Mars, il y a une quantité non négligeable d'eau. Mais hélas, la pression atmosphérique sur Mars et, disons, la gravité est telle que s'il existe de l'eau sur Mars, on en a trouvé, elle est sous forme de glace. Elle ne peut pas être sous forme liquide. Il y a au pôle de Mars, au pôle Nord et au pôle Sud, des calottes glaciaires. Elles sont faites de glace d'eau et de glace de dioxyde de carbone, de gaz carbonique. Un petit peu comme la neige carbonique qu'il y a dans les extincteurs. Et il est possible, pourquoi pas, qu'il y a quelques millions d'années, des structures complexes aient pu apparaître sur Mars, mais relativement simplifiées, car hélas, le bombardement des rayonnements solaires et puis l'environnement immédiat n'était pas suffisamment propice au développement, disons, d'une certaine évolution. Voilà pour une première petite balade dans notre environnement qui nous semble immédiat, mais quand même gigantesque et immense. Nous poursuivrons le voyage au prochain épisode. Ce voyage vous a plu? Alors n'hésitez pas à partager ce podcast et à en parler autour de vous. Et puis, si ça vous a vraiment plu, laissez une review, un commentaire, ça nous fera, à moi et à Willy, très très plaisir. En attendant le prochain épisode, vous pouvez aller voir tous les autres podcasts de Replay Media et vous verrez, on y apprend plein d'autres choses. Vous pouvez aussi suivre Replay Media sur les réseaux sociaux pour être au courant de l'actualité et de la sortie de chaque émission. On a hâte de vous retrouver dans un mois pour un prochain épisode de Poussière d'étoiles. This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water.